Good afternoon, everybody. My name is Jorge González. I'm the managing director of Tipiomet. We are a business association that tries to promote the connection between, among other things, corporates and startups. Mainly, we have here the corporates. I hope that there are a lot of startups there because I want this session to be as participative as possible. Okay. So if you guys at some point of time you have any kind of question, please raise your hands and we will try to answer them. Okay. We are going to start presenting. So what I was saying is that I would like that we are here to answer your questions. So what you want to know is perhaps more important than what we want to say. So please don't hesitate to make questions. What we are going to do now is that we are going to do a presentation tour. We are going to explain who are the four people in the panel that they have a lot of experience in collaboration between corporates and startups. By corporates, I mean pharmaceutical companies, big IT, and healthcare organizations, and also it can be considered like medtech companies. And we want to investigate in this session why this collaboration is happening, how is it happening, and how it can be improved. Okay? So without delay, I'm going to give the word to Olivier to introduce himself and to explain why, in principle, your organization is interested in collaborating with startups. Thank you. Donc, Olivier Sigler, je suis en charge de la transformation digitale et des systèmes d'information du groupe Pierre Fabre. Donc Pierre Fabre qui travaille dans 3 business, la partie pharmaceutique, la santé familiale et la dermocosmétique, avec des marques comme Aven ou René Forterer. Pourquoi on a besoin de travailler avec les startups? On a vraiment un enjeu important, on a des enjeux stratégiques, des enjeux opérationnels. Au niveau stratégique, on doit développer des nouveaux services autour de nos produits et nos médicaments pour réinventer les parcours patients, renforcer la qualité de vie des patients, développer l'observance, développer le real world evidence, et puis toute cette proximité avec le consommateur et le patient. Pour nous, c'est stratégique. Voilà. Après, on a des enjeux opérationnels où on réinvente beaucoup de nos process, nos modes de travail avec les startups, mais qui sont moins stratégiques que les 3 premiers. Bonjour, Carole Voirin. Donc, moi, je représente Microsoft, qui est un fournisseur de technologies que nous mettons à disposition de notre écosystème de clients, de partenaires pour transformer le secteur de la santé. Pourquoi nous travaillons aujourd'hui avec les startups? Tout simplement parce que notre business model n'est pas d'être un acteur du secteur de la santé. Nous fournissons des services, des technologies, et ce sont nos partenaires et les startups qui vont innover en s'appuyant sur ces technologies. Donc le vecteur de transformation aujourd'hui, c'est la startup, et nous avons un certain nombre de programmes pour les accompagner parce que la transformation va passer par ces startups. Bonjour à tous, c'est Ségolène Perrin. Je suis en charge de l'innovation dans le groupe Elsan, donc groupe de cliniques privées, 120 établissements sur l'ensemble du territoire en France, 2 au Maroc. Elsan, c'est un groupe principalement de MCO, donc de médecine courte durée. Et aujourd'hui, on a dans nos forces vives essentiellement des soignants, des professionnels de santé. On n'a pas de force de R&D. Pour autant, nos challenges, un peu comme Pierre Fabre et Microsoft, c'est à la fois de développer des nouveaux services pour les patients et pour les praticiens pour améliorer la qualité, bien sûr, des soins, mais également la cohérence du parcours. Et puis, de l'autre côté, améliorer la façon de travailler en interne, plus digitalisée pour avoir une plus grande qualité des données et pouvoir améliorer également la façon de travailler et optimiser des temps soignants qui sont parfois des temps finalement administratifs. Voilà pourquoi on travaille aujourd'hui avec les startups, avec 3 cibles de services. Donc une cible sur nos patients, une cible sur nos professionnels de santé, et puis la dernière cible, c'est les startups qui développent des services pour les établissements de santé, avec justement cette logique d'efficience. Bonjour, mon nom est Aline Noiset. J'ai travaillé pendant 2 ans pour Bayer. Donc Bayer a un programme d'accélération. Donc j'étais directrice du programme à Barcelone, à New York et à Berlin.
Et donc récemment, j'ai rejoint le programme eHealth Hub, où on travaille avec des grosses compagnies, comme mes collègues qui sont ici, et on fait le pont entre ces grosses compagnies et les startups. Et je pense la raison pour laquelle, ce que moi j'ai appris durant mes 2 années chez Bayer et en travaillant avec différentes entreprises à travers de eHealth Hub, le besoin, donc c'est donc ce que mes collègues ici ont dit, et je rajouterais qu'il y a aussi un besoin de changer la culture. Donc quand des grosses entreprises travaillent avec des startups, elles apprennent aussi des startups. Donc ces processus agiles, lean startup, ça aide aussi à développer un peu ces grosses entreprises, à changer leur mentalité, à les rendre plus flexibles, agiles, etc. Okay, so Olivier, so what are you actually doing with the startup? What have you done with the startup? What kind of program do you have? Alors, on a beaucoup de choses, donc je vais passer rapidement. On a des projets, alors on a des digital compagnons qu'on est en train de lancer en même temps qu'on lance un nouveau médicament contre le cancer de la peau, contre le mélanome, pour accompagner les patients. On travaille sur la réalité virtuelle, on travaille sur du big data en R&D d'ailleurs avec Microsoft. On travaille sur des chatbots. Je voudrais insister juste sur un projet qui est en cours, qui est un projet un peu plus long, un peu plus lourd que les autres. On travaille avec une startup qui s'appelle BioSerenity, à co-développer en fait un dispositif médical connecté en urologie contre les troubles urinaires. En fait, c'est un projet sur 3-4 ans, avec de l'investissement, études cliniques, etc. Et c'est un medical device qui doit vraiment apporter de la qualité de vie aux patients parce que c'est extrêmement pénible pour les patients et en même temps qui doit apporter un diagnostic enrichi pour les médecins qui ont très peu d'informations pour les soigner. Et voilà, donc il y a un double bénéfice à la fois pour le patient et pour l'urologue ou gynécologue. Donc le co-développement, il y a des expertises qui sont liées à la start-up, il y a des expertises qu'on apporte nous, expertise médicale, expertise en market access, et on s'est donné un programme sur 3-4 ans pour lancer un produit qu'on espère rembourser dans quelques temps. Merci Olivier. Thank you, Carol. Same question. Yes, please. Alors, Microsoft, nous avons depuis des années un programme d'accompagnement des startups au niveau de notre corporation que nous déclinons dans tous les pays où nous opérons. Nous avons une spécificité en France, c'est que nous avons créé une école, nous avons créé une IA Factory à Station F où nous incubons un certain nombre de startups qui innovent en utilisant l'intelligence artificielle. Et dans le cadre de ce programme, nous mettons en contact avec ces startups des chercheurs de Microsoft Research, mais également de l'INRIA, avec qui nous avons monté en partenariat ce programme pour accompagner les startups dans leur développement et dans le bon usage des technologies pour adresser le cas d'usage qui fait sens et sur lequel ils souhaitent se développer. Une fois ce développement réalisé, nous accompagnons ces startups au travers de programmes de co-marketing, co-selling, puisque fréquemment ces startups n'ont pas la taille critique ni la force de frappe pour passer à l'échelle et adresser le marché de façon large. Donc nous mettons l'organisation Microsoft en contact avec ces startups et les forces commerciales Microsoft, les équipes que nous encadrons, vont promouvoir les solutions innovantes de ces startups au même titre que la technologie Microsoft. C'est de cette manière-là que nous arrivons à être sur de véritables sujets de transformation. Voilà. Je cherchais si j'avais autre chose d'intelligent à dire, mais je crois que je vais passer le relais à Ségolène. Just one second. Just one second. The microphone, so then it can be for the people. Merci. Sorry. This program has nothing to do with the MIC's Microsoft Innovation Centers. This is non, something ça n'a rien à voir. C'est vraiment spécifique aux startups. Okay, merci.
Alors, chez Elsan, on a depuis 3 ans une initiative qui s'appelle InnoLab pour travailler avec les startups. InnoLab, c'est à la fois une façon de sourcer en fait, nos partenaires et de piloter les essais qu'on peut faire dans les établissements avec eux, avec une vraie notion de quantification en fait, du résultat. Ce qui est compliqué aujourd'hui de notre point de vue pour une start-up, c'est pas d'entrer dans un premier établissement de santé. Ça, en général, elles arrivent assez bien à le faire. Ce qui est compliqué, c'est d'arriver à valoriser ce premier test et de passer à l'échelle ensuite. Donc nous, on a vraiment un rôle de structuration du pilote, de fixer des KPI qui vont parler au niveau du groupe pour qu'ensuite on puisse les déployer sur une plus grande échelle. InnoLab, c'est depuis 3 ans à peu près 350 startups sourcées, à la fois de manière proactive sur des thématiques qui sont importantes pour le groupe et de manière opportuniste. Donc on reste aussi ouvert à d'autres sujets qu'on n'avait pas forcément identifiés. Le contact avec les startups nous permet également parfois d'identifier des sujets qui ne sont pas forcément remontés, mais quand on va au contact des établissements avec une solution, ça permet aussi de faire émerger des problématiques où parfois personne n'avait levé le doigt parce qu'en fait, c'était comme ça depuis 10 ans et donc ils ne voyaient même plus qu'on pouvait leur venir en aide sur ce sujet-là. Donc depuis 3 ans, on travaille avec des startups pour structurer des pilotes et pour les mettre à l'échelle. On a travaillé avec une société d'intelligence artificielle qui s'appelle Collective Thinking sur le codage des actes, par exemple. Et puis plus récemment, on a commencé on a renforcé en fait cette offre d'accompagnement des startups avec également la possibilité d'adjoindre aux partenariats de pilotes et commerciaux qu'on fait par la suite un investissement aux côtés de VC. Pour nous, c'est important parce que ça permet vraiment d'aligner la valeur créée. C'est parfois compliqué pour un grand groupe d'aider une start-up à décoller. C'est parfois difficile aussi pour la start-up de travailler avec un grand groupe, bien sûr. Et l'investissement, ça permet d'aligner la création de valeur. Et quand on discute, par exemple, d'un tarif, quand on est actionnaire également de la start-up et qu'on lui dit c'est trop cher, ça ne matche pas avec le business case, ben on a quand même une énorme crédibilité parce qu'on est à la fois client et actionnaire. Donc, si on le dit, c'est qu'on pense que c'est quand même pérenne pour la start-up d'avoir un prix inférieur et c'est comme ça qu'elle va réussir à se développer. Donc, dans ce contexte-là, on a investi dans une société qui s'appelle DoctoConsult sur la santé mentale, donc qui offre une offre digitale pour la santé mentale et notamment en commençant par la téléconsultation. Pour nous, c'est un bon exemple de ce qu'on peut apporter en complément du parcours classique dans les établissements de santé, nos établissements étant plutôt sur de l'offre de soins techniques. Et puis, on travaille également avec une société qui s'appelle Medusim, qui est une société qui fait de la formation par simulation numérique. Et là, donc, plus sur le patient, mais vraiment sur le professionnel soignant, et en l'occurrence les sages-femmes dans un premier temps, pour les former sur site. Et avec cette société, typiquement, on va travailler sur du co-développement. Donc, nous aussi, on est dans cette logique-là, puisqu'on n'a pas d'équipe de R&D en interne. Pour autant, on connaît en général bien nos besoins et donc on travaille avec eux sur la plateforme infirmière en fait, comment la développer de manière à ce que ça réponde à un vrai marché avec une vraie notion d'installation dans les centres, comment est-ce qu'on l'installe pour que ça soit efficace et facile à prendre en main pour les équipes soignantes. Voilà un petit peu ce qu'on fait avec les startups chez Elsan. Ok, je vais développer un petit peu plus sur ce qu'on fait chez eHealth Hub. Donc eHealth Hub, c'est un projet sponsorisé par la Commission européenne. Et donc on travaille avec beaucoup de grands groupes et on les aide à se mettre en contact avec des startups ou plus petites entreprises. Et le premier point déjà, c'est d'aider les grands groupes ou les compagnies comme des pharma, insurance, hôpitaux à vraiment comprendre leurs besoins en interne, définir ses besoins. Et ça peut paraître anodin ou simple, mais ça ne l'est pas. Ce n'est pas forcément facile pour des grands groupes de comprendre quel est leur challenge en interne. Donc on les aide vraiment, on s'assoit avec eux pour comprendre ce challenge. Ensuite, on fait des calls for application. Une fois qu'on a défini vraiment le type de solution qu'ils cherchent, nous, on va aller chercher des startups qui correspondent vraiment à ce qu'ils cherchent. On va arriver avec une liste de 65 startups en moyenne et on les aide à réduire ces startups à 5 à peu près, qui ont vraiment les critères qui matchent ce qu'ils cherchent. Et ensuite, on organise un événement où ces grands groupes rencontrent les startups. Donc ça leur permet d'avoir plus d'informations sur les solutions et
point aussi important, de connaître ces compagnies et voir s'il y a vraiment un match entre cette start-up et le grand groupe, s'il y a vraiment quelque chose à faire derrière. C'est comme un mariage au final, donc il faut vraiment qu'ils s'entendent bien. Et après, le type de collaboration entre ces grands groupes et les start-up, c'est vraiment individuel en fonction des besoins. Et ce qu'on fait nous aussi avec les start-up, on les aide à préparer leur pitch, on sert aussi de traducteur entre le groupe et les startups. Donc on parle avec les groupes pour comprendre ce qu'ils veulent et on traduit ça en un besoin qui sera compréhensible par la startup. Et ensuite, l'étape finale, on va un peu plus loin, c'est vraiment d'accompagner également ces startups dans l'intégration, implémentation dans ces grands groupes. De la même façon, servir de traducteur, les aider à trouver le business model qui marche le mieux, etc. Thanks, Helen. Yeah. Donc, j'ai une question par rapport à ce que vous avez tous dit. La clé que vous cherchez tous, j'ai l'impression, c'est la notion de passage à l'échelle. J'ai cru comprendre que ça prend un temps plus important pour certaines activités. Je crois que Olivier Ziegler, vous avez mentionné 4 ans ou des périodes similaires. Enfin, des temps peut-être plus longs que les autres. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les programmes que vous avez mis en place, vous avez vraiment des succès ou un retour d'expérience suffisamment important pour dire, voilà, aujourd'hui, grâce à ce qu'on fait ensemble, ma part du contrat de mariage qui est de permettre cette mise à l'échelle, j'ai une expérience qui me permet de garantir que ça sera le cas dépendant des indicateurs que vous avez identifiés et de garantir quelque part que la coopération va vraiment être gagnant-gagnant sur cet aspect-là qui est l'aspect clé du succès. En fait, si je peux me permettre, il y a vraiment des très grosses différences selon la nature des coopérations. En fait. Il y a des choses qui sont ready to use, on peut démarrer tout de suite, soit en interne sur nos processus, soit en co-commercialisation. On va parfois proposer certaines solutions de start-up à travers nos réseaux de visiteurs médicaux ou à travers ça c'est très simple, c'est immédiat, c'est juste du juridique. Après, le deuxième niveau, c'est quand on va adapter une solution mais qui est déjà assez mature, qui est déjà validée pharma ou qui est déjà à un contexte particulier. Donc là, on lance par exemple notre digital compagnon autour du cancer de la peau. On a un board, etc. Ça prend, on va dire, 9 mois à mettre en place et à lancer. Et puis le co-développement, quand c'est 3-4 ans, là c'est une technologie complètement nouvelle qu'on développe. C'est des choses qui ne sont même pas encore développées. On a eu ces échanges aussi sur NopTrack ensemble. Et ça prend forcément beaucoup plus de temps parce qu'il y a une barrière technologique à franchir. On a des essais cliniques qui prennent du temps, etc. Donc il y a vraiment des choses immédiates, d'autres qui sont de l'ordre de 9 mois, 12 mois, et puis d'autres qui prennent 3-4 ans. Peut-être pour compléter, je suis effectivement complètement d'accord avec Olivier sur la phase de maturité et la nécessité parfois d'adapter le produit pour un usage qui peut être parfois développé, par exemple pour un hôpital public, et dans le privé, dans le libéral, l'usage va être un peu différent, donc il faut redévelopper certaines fonctionnalités. Et l'autre aspect qui fait varier en fait la durée de passage à l'échelle, c'est vraiment l'impact que ça va avoir sur le business. Si vous avez démontré un fort impact lors du pilote, bien sûr que le passage à l'échelle il est plus facile parce qu'on a les moyens en fait d'investir pour aller rapidement vers les clients, vers les utilisateurs. Si on est encore assez incertain sur la création de valeur ou que c'est des créations de valeur qui sont finalement indirectes, forcément, le passage à l'échelle est plus compliqué, plus lent, parce que le retour sur investissement est également différent. Du coup, vous considérez que le passage à l'échelle, c'est uniquement une question monétaire et de financement par rapport à ce que vous avez dit ? En fait, pour convaincre des personnes d'aller dans un projet, un directeur d'établissement, des médecins, il faut qu'eux trouvent un intérêt. Donc le retour sur investissement, il n'est pas forcément que monétaire. Mais il faut qu'ils gagnent du temps, il faut qu'ils gagnent en efficience. Tout ça, bon, le temps c'est de l'argent, hein, mais il faut qu'il y ait une vraie proposition de valeur bien structurée. Et plus elle est structurée, et plus elle est claire, plus ça va vite. Ça, c'est... Et pour compléter, côté Microsoft, les startups que nous recrutons et que nous intégrons à notre programme DIA Factory à Station F, nous les choisissons également en fonction
de leur degré de maturité. Effectivement, on essaye d'être sur des cycles relativement courts pour que, globalement, au terme d'une année, on puisse déjà passer à l'échelle, au moins en France, voire à l'échelle internationale si c'est le souhait de la start-up. C'est-à-dire que les start-up avec lesquelles nous allons avoir ce programme un peu privilégié et renforcé, nous allons choisir des start-up qui ont déjà levé leur fonds d'investissement, qui ont déjà un certain degré de maturité et où effectivement cet accompagnement va pouvoir trouver un sens assez rapidement. Voilà. Les autres, nous les accompagnons par des apports technologiques, des plateformes qui sont toutes certifiées dans données de santé dans l'ensemble des pays où nous opérons et qui vont leur permettre de passer à l'échelle, mais il n'y a pas cet accompagnement renforcé. Any other question from the audience? Don't be so shy. Okay, good. À vous entendre, finalement, on s'aperçoit effectivement qu'il y a des points communs. Donc, et à la fois, on serait presque tenté de s'interroger pourquoi il n'y a pas de stratégie commune entre des grands groupes pour faire des hubs d'innovation dans lesquels on associerait effectivement, presque on ferait du coworking sur des départements de R&D plutôt agiles avec des start-upers et aussi des technos qui sont issus des Fab Labs, des jeunes ingénieurs, etc. Pourquoi finalement il y a cette stratégie qu'on identifierait presque un peu silo, monogroupe, alors qu'on pourrait faire un cluster de grands groupes autour de l'innovation et de la détection de start-up? C'est déjà très compliqué dans l'intérieur d'un groupe. Alors en multigroupe, j'ose même pas imaginer. Non, après, on peut avoir des coopérations multigroupes. Là, on travaille autour de la blockchain, à essayer de développer des choses avec d'autres acteurs. Mais c'est pas du tout la même chose. C'est du long terme, mais c'est plus d'une espèce de co-investissement pour aider à. C'est rarement très efficace, immédiat et très court terme. En multigroupe, je n'ose même pas imaginer, mais bon, peut-être peut-être que vous avez plus d'expérience. En fait, il y a une possibilité. Multigroupe, effectivement, je pense que c'est relativement compliqué. Maintenant, je suis entourée de Pierre Fabre et d'Elsan. Il se trouve, et nous sommes Microsoft, il se trouve que nous avons des projets communs sur lesquels nous avons accompagné un certain nombre de startups. C'est Data for Health qui permet de faire de la détection du mélanome. Data for Health, c'est issu d'un hackathon qu'on avait fait. C'est une société d'intelligence artificielle qui aide à objectiver la protection solaire sur la peau, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est très artisanal et très visuel. Exactement. Et voilà, donc c'est un cas d'usage qui a émané de Pierre Fabre et qui a été repris dans le programme d'incubation Microsoft avec un accompagnement renforcé. C'est-à-dire que Pierre Fabre a apporté son expertise métier et son support métier. Microsoft a apporté son expertise digitale, ses data scientists. Donc on arrive à avoir des coopérations de ce type-là. DoctoConsult, dont parlait Ségolène tout à l'heure, sur lequel Elsan a pris une participation. Pareil, c'est une société que Elsan a mis en contact avec Microsoft pour accompagner cette mise à l'échelle et accompagner le développement de la solution avec un renforcement d'expertise en termes d'intelligence artificielle. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à la question, mais voilà, je pense qu'on peut avoir des synergies, on peut être dans la co-construction. Maintenant, il faut que ça fasse sens pour l'ensemble des acteurs. Pour compléter, effectivement, on a tous des enjeux assez différents. Donc, on travaille ensemble, notamment pour l'expertise. Nous, groupe de santé, on est capable de dire est-ce que ça fait du sens, est-ce que ça aide un professionnel de santé à avancer dans ses tâches, mais on n'est pas forcément capable de dire est-ce que l'algorithme est bien fait, est-ce que le stockage des données est bien protégé, etc. Donc on va s'appuyer aussi sur des partenaires pour cela. Et puis avec l'industrie pharmaceutique, ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est le rapport assez privilégié et le maillage territorial qui est fait avec les médecins.
Donc nos médecins sont dans nos établissements, donc ça pourrait paraître facile de communiquer avec eux. Ce sont des médecins libéraux qui ont un emploi du temps assez chargé et c'est parfois compliqué de les toucher tous. L'industrie pharmaceutique pour cela est beaucoup mieux structurée que nous, donc on s'appuie aussi sur certains programmes, sur des partenaires labos pour communiquer en fait en multicanal sur le déroulement de développement de ces programmes-là. Voilà. Oui, juste pour ajouter, donc, en Espagne par exemple, on a commencé à faire des groupes de think tank, donc on réunit des gens pour parler de sujets de santé. Donc c'est des gens voilà, de secteur pharma, assureurs, et de voir si justement il y a des possibilités de collaborer et de faire quelque chose ensemble. Okay. Pascal first and then him. Thank you. Moi, j'ai une question à vous poser sur la manière dont on aide les entreprises qui sont un petit peu moins mûres que les autres. Parce que ce qu'on voit, il y a un cercle vicieux. On dit on veut travailler avec des sociétés qui sont mûres, des sociétés qui ont fait leur première levée de fonds. Par contre, les investisseurs, ce qui les intéresse, c'est d'avoir des implémentations. Avant, les pilotes, ça leur suffisait, ça ne leur suffit plus. Il faut prouver une traction commerciale. Alors, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Alors, quel conseil vous donneriez à des startups qui sont un peu plus jeunes que les autres? Et d'ailleurs, Aline, tu fais partie de IELSUB. Il y a eu une étude qui a été faite au début du projet européen qui montrait que quand même en Europe, sur 350 startups interrogées, il y en avait quand même 82% qui étaient en dessous de la barre des 100 000 € de revenus. Donc on est loin d'un niveau de maturité qu'on voit par exemple aux US. Et ça a peut-être évolué depuis. Cette étude a été faite il y a 2 ans, je crois. Mais le problème, il reste là. Comment est-ce qu'on aide ces sociétés à faire leur premier pas? Je vais peut-être donner un premier élément de réponse. Souvent, les grands groupes ont tendance à dire on accompagne les startups. Alors moi, je trouve ça un peu illusoire de dire on accompagne les startups. On s'accompagne mutuellement et finalement, on attend aussi beaucoup d'eux. C'est sûr que dans une situation de routine, on est attentif, nous, à ne pas venir perturber en fait, les organisations avec des projets qui ne sont pas matures. Donc le choix, il se fait pour ça. On ne va pas mettre dans les mains d'un médecin qui opère 10 patients par jour quelque chose qui va lui faire opérer que 5 patients. C'est bénéfique pour personne. Après, on va travailler avec des sociétés moins matures quand le sujet qu'elles travaillent est vraiment un sujet hyper pointu sur lequel il y a une forte barrière à l'entrée et qui a un fort impact potentiel pour nous. Et c'est comme ça qu'on les sélectionne. Donc on n'est pas capable de le faire pour beaucoup, bien sûr, mais si on voit qu'il y a vraiment une forte barrière à l'entrée et une valeur ajoutée forte, on est capable de se mobiliser. Et chez Microsoft également, on travaille régulièrement avec un certain nombre de jeunes pousses qui souvent sont présentes et émanent de nos clients mêmes et qu'on va accompagner, alors sans les faire rentrer dans un programme dès le départ, mais qu'on va accompagner en termes d'expertise technologique, on va leur ouvrir les portes éventuellement d'autres clients pour qu'ils puissent travailler sur des pilotes maturés. Et au moment où effectivement ils commencent à avoir une maturité suffisante, où on commence à avoir une visibilité sur l'intérêt et l'impact que va avoir l'innovation qu'ils proposent, à ce moment-là, on peut potentiellement les proposer à la division chez Microsoft qui va faire une sélection et va potentiellement les faire rentrer dans un programme d'accompagnement renforcé. Mais on ne les laisse pas au bord de la route. C'est compliqué. Hein. Moi, je parle avec beaucoup d'humilité parce que c'est compliqué de travailler. Et les startups, il y en a qui ont une durée de vie assez limitée. Donc, sur les sujets stratégiques, si on s'engage avec une jeune pousse trop jeune ou trop récente ou qui n'a pas les reins assez solides, on peut se retrouver sur un programme stratégique avec personne en face de nous. Et là, ça pose problème, en fait. Donc, c'est pas évident. Je pense qu'il faut vraiment différencier les programmes stratégiques sur lesquels on va quand même chercher des gens un peu plus solides
sujets un peu plus opérationnels ou un peu plus où là on a moins de risques à prendre. Et puis moi, une des leçons que j'ai tirées, c'est qu'il faut être assez vite assez cash avec le dirigeant de la start-up pour dire combien de mois de trésorerie vous avez encore, est-ce que vous êtes capable de tenir, est-ce que vous voulez du cash, du co-développement de projet, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un qui rentre dans le capital, qu'on sache assez vite de quoi il s'agit, parce que ça sert à rien de partir sur 2 mois, 3 mois de collaboration si les gens cachent leur jeu, disent non, tout va bien, et puis en fait ils sont complètement... Donc c'est pas facile, c'est une prise de risque pour nous. On apprend, et je suis très humble là-dessus parce que je pense qu'on n'a pas fini d'apprendre. Voilà, c'est pas si facile que ça pour un grand groupe de s'engager avec une trop jeune start-up en fait. J'ai une remarque avec ma casquette de start-up. Vous parlez de prise de risque, mais en fait la prise de risque il est mutuelle. Parce que quand on s'engage en discussion avec un grand groupe, forcément c'est des choses qu'on ne fait pas à côté. Et souvent il y a une sorte de contrat moral qui fait qu'on discute avec un seul grand groupe à la fois. Parce que si jamais Microsoft, vous n'avez pas trop de concurrents dans votre domaine à part l'open source, donc, mais Pierre Fabre, si en même temps je discute avec Sanofi, peut-être que ça va vous agacer, surtout sur un sujet stratégique. Donc la prise de risque elle est mutuelle. Est-ce que vous avez justement des réponses à apporter aux startups là-dessus, justement vous en termes de clarté? Est-ce que quand on vient vous voir, vous avez déjà une préanalyse des situations, une grille de lecture qui est faite, qui est disponible justement pour que le gain de temps et la prise de risque soient contrôlés des deux côtés? Alors, ce qui est compliqué, là encore un groupe, c'est qu'on est sollicité par énormément de startups, tout le temps, etc. Donc il faut un peu de recul. Il y a un des learnings qu'on a tiré, c'est attention au syndrome solution cherche problème. C'est-à-dire qu'on est en contact avec une startup qui a une super solution, on se dit ouais, et on va l'amener alors d'abord dans une marque, puis dans une autre, et puis dans une franchise, et puis on va avoir un truc, puis on va avoir la R&D, et la startup va s'épuiser. Elle va avoir 45 personnes, voire plus chez nous. On peut avoir beaucoup de monde chez nous. Et au bout de 3 mois, elle sera rincée, etc. Et donc, on a essayé de changer un peu le spectre, de dire déjà de vraiment travailler sur des briefs de chacune de nos business units ou chacune de nos marques. On dit, voilà, c'est quoi le sujet de fond sur lequel vous avez un besoin ou pas. Et ça, c'est pas facile, je suis d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure. Et derrière, de faire un screening sur un besoin précis, en regardant aussi ce que fait la compétition, parce que là aussi, il y a plein de choses que fait la compétition. Et puis après, d'avoir des go-no-go plus rapides et plus clairs aussi en interne. De dire, attendez, là, on est en train de... Voilà. C'est une forme de réponse, d'adaptation, c'est pas parfait, mais c'est vrai qu'on a eu plusieurs expériences dans le passé où on a passé beaucoup de temps, de mois, de réunions. On dit, ah, mais tiens, ça n'a pas marché avec telle marque, peut-être qu'avec telle autre, ça peut marcher. Et si on prenait le projet différemment. Et ça a été pas bon pour la start-up, ça n'a pas été bon pour nous. Et voilà, donc on a appris comme ça. Juste pour rajouter par rapport à ce que vous venez de dire, mon expérience chez Bayer en Espagne, donc on a incubé 4 startups la première année et on les faisait, donc les différents départements étaient vraiment super ravis qu'elles soient là, elles venaient discuter avec eux et il y a eu des opportunités qui sont nées et la startup à la base ne pensait pas qu'il y avait une possibilité. Donc ce serait plus le contraire de ce que vous disiez vous, quoi. Qu'en parlant avec différents départements, du point de vue start-up, il peut y avoir de nouvelles opportunités qui soient bon tant pour vous, en tant que groupe, en tant que pharma, que pour une start-up, quoi. Et pour rejoindre les deux, je pense que la clé du succès, c'est la transparence, l'honnêteté et le côté cash, effectivement. Il faut que la start-up soit capable de nous dire là, stop, moi j'ai un produit, je ne veux pas dévier, c'est ça mon sujet. Donc si vous n'avez pas de besoin, je vais voir ailleurs. Et il faut que nous aussi, on soit capable de lui dire ok, c'est une optique de co-développement, on n'est pas clair, il faut qu'on fasse un audit, éventuellement aidez-nous pour l'audit, est-ce que ça vous intéresse? Oui, non. Voilà, on avance par itération, mais la clé du succès, c'est vraiment de réitérer qu'on est sur la même page régulièrement, quoi. Right. Any other question? Here.
Oui, bonjour. Eric Philippot pour le Festival de la communication santé. On a vu à Vivatech plein d'énormes stands avec des grandes entreprises qui incubent des startups. Par contre, c'est vrai qu'on a rarement de communication sur les vrais succès. Combien de startups arrivent vraiment à éclore? Est-ce qu'il y aura des licornes dans ces incubations de startups? Est-ce que c'est mesuré d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une mesure du nombre de succès? Alors, moi, je peux donner un indicateur. Dans notre programme de start-up, aujourd'hui, de IA Factory, dont je parlais tout à l'heure à Station F, nous avons 27 start-up qui ont cet accompagnement renforcé. Le passage à l'échelle leur a permis d'embaucher 100 personnes sur l'année qui vient de s'écouler. Donc, c'est déjà pour moi un indicateur fort de ce que ça peut ramener. C'est des sociétés qui ont cru de façon importante au travers de ce partenariat renforcé. Et nous avons des startups comme Talentsoft qui sont issues de ce type d'accompagnement, de ce type de programme renforcé, qui aujourd'hui sont des sociétés reconnues, très présentes sur l'ensemble des établissements. Voilà, donc on a effectivement aujourd'hui un peu de recul et un certain nombre de succès qu'on peut mettre en avant pour... Et c'est quoi en pourcentage? C'est 1 sur 10, 1 sur 100, 1 sur 1000? Parce que les investisseurs, souvent on parle de la pépite, mais bon, j'imagine que quand vous incubez, c'est la même chose. Mais c'est quoi en fait? Pour éclairer les start-upers, parce que les start-upers cherchent beaucoup aussi à se faire accompagner, ce qui est logique. Mais c'est aussi bien de les éclairer sur le fait de dire que c'est pas toujours clé de succès. Mais... Alors là, j'avoue que je sèche un peu. Désolé de vous poser une question, c'est trivial. Hein. Nous, on travaille effectivement en logique de pipeline, un peu comme un investisseur. Donc, je disais tout à l'heure, en 3 ans, à peu près 350 startups screenées avec des flux qui sont pas forcément réguliers. Sur les 350, on a travaillé avec une 50aine pour creuser un petit peu. On a fait une 15aine de pilotes et aujourd'hui, on a 5 programmes qui ont vraiment vocation à être étendus sur une échelle nationale. Voilà, donc c'est vrai que le taux est faible, mais pour être efficace, il faut sélectionner. Voilà. Mon objectif n'est pas de faire peur aux start-upers, hein. C'est juste de se remettre en perspective que, encore une fois, l'échec fait partie réellement du projet. Mais voilà, c'est pour ça. Moi, je peux partager des chiffres de chez Bayer. Quand j'étais là-bas, donc jusqu'à l'année dernière, à Berlin, donc Bayer a été une des premières pharma à commencer son programme d'accélération en 2013. Donc il y a eu de 2013 à l'année dernière à peu près entre 60 et 70% des startups incubées chez Bayer qui ont signé un accord commercial avec Bayer. Right, but startups and failure is something that has to be taken for granted, that the majority of the startups will not make it. Whether they connect with a corporate, whether they try to go direct, whether they try to live out of public funds forever, like some startups do. So if you don't like risk, don't be part of a startup. Obviously the funnel, because it's always a funnel, right? It can be wider or narrower, but at the end of the day, what I think is more important, more than the numbers, and just take it for granted that these numbers are going to be small. What is important is to know that you know the rules of the game, that you know what is expected, what are the expectations in the other side, and that you prepare yourself to achieve, to comply with these expectations. That's what I think that is critical. And then if you are well prepared, then you will be in a position to be one of the few, and you just know that it's a few that will make it. Coming to that point, I want to make another question to the panel, and then we will share again with the floor. I want to know from the panel what you have learned. What will you do differently in the next programs? Because obviously the first time that you launch it, you did it with your first best intentions, but then reality comes in place. This knowledge about lessons learned, I think it will be very valuable for the startups. And if you want to combine it with tips or suggestions for startups, I will also appreciate that. Right? Or whoever wants to start. Oui, alors peut-être 2 choses à partager avec vous. La première, où on a appris, et je pense qu'on est meilleur maintenant, puis la deuxième, où on a encore un bout de chemin à parcourir.
La première, je parlais tout à l'heure de retour d'expérience et de KPI. Ce qui est extrêmement important pendant les pilotes également, c'est d'avoir finalement un retour qualitatif. Le retour qualitatif qui va parler aux autres sites qui vont ensuite pouvoir le déployer, et des retours qualitatifs qui parlent, des vidéos, des interviews, des choses qui vraiment, l'infirmière qui parle à l'infirmière, le médecin qui parle au médecin, ça c'est extrêmement précieux, et ensuite ça permet de diffuser en multicanal et d'aller beaucoup plus vite dans la conviction des autres équipes. Donc vous, en tant que start-up, si vous faites partie de cette partie-là, n'hésitez pas à également prendre beaucoup de ces enseignements et les faire partager. Parfois, vous les avez, mais vous ne faites pas forcément partager, et c'est extrêmement précieux de pouvoir les transformer et illustrer les cas d'usage. Et le deuxième point sur lequel c'est pas évident forcément pour nous, alors on partageait tout à l'heure avec Olivier sur ces questions-là, il y a une différence entre l'innovation et la transformation. Et c'est un peu ce que vous exprimez par stratégique et opérationnel. On peut effectivement avoir des programmes un petit peu expérimentaux qui vont nous permettre de s'orienter mieux pour le moyen terme. Et il y a des programmes qui sont de la transformation profonde de l'organisation, avec des choses qui sont ancrées dans les SI. Et finalement, la connexion entre l'expérimental et le programme stratégique qui rentre dans les SI du groupe, elle n'est pas toujours évidente. Il faut bien appréhender cette transition-là. Donc là, le tip pour les startups, c'est n'oubliez pas les systèmes d'information classiques, parce qu'à un moment ou à un autre, en général, il faut l'affronter. Ce que nous avons retenu de notre expérimentation avec les startups, c'est que les belles réussites sont nées de collaborations directes avec les établissements, avec les laboratoires où ces startups avaient développé les cas d'usage. Donc ce que nous allons transformer à l'avenir, c'est que nous allons essayer de nous rapprocher au plus près des territoires, au plus près de ces établissements, au plus près des laboratoires, pour favoriser encore plus cette émulation et permettre aux startups de continuer à se développer au sein même de l'écosystème pour lequel ils développent cet usage innovant. Donc ça, c'est quelque chose que nous allons mettre en œuvre au travers d'un plan région en 2000. Enfin, c'est notre nouvelle année fiscale, donc sur la fin 2019 et 2020. L'autre point que nous avons noté, c'est qu'il est important pour que nos forces commerciales promeuvent dans de bonnes conditions ces startups auprès de leurs clients et que ces startups puissent véritablement bénéficier de cette dynamique de co-marketing, co-selling. Il est important qu'il y ait une verticalisation et toute notre organisation est en train de se verticaliser. Aujourd'hui, vous avez vraiment un département sur le secteur de la santé avec des startups qui ont des usages propres au secteur de la santé et les forces commerciales vont être en capacité de promouvoir beaucoup plus facilement ces startups que lorsque nous étions une organisation qui était tout sauf verticalisée. Donc moi j'ai appris, donc j'ai déjà partagé quelques éléments de type attention, pas balader les startups un peu partout dans l'entreprise, soyons très clairs, soyons très directs, très précis ce qu'on veut. Un autre enseignement, donc ça c'est à Pierre Fabre de s'adapter, faire attention. Le tout début de l'histoire BioSerenity dont je parlais tout à l'heure, je me souviens d'une des réunions, je sais pas, la première, la deuxième, la troisième, où on venait d'avoir un espèce de go du comité de direction pour aller plus loin. On fait une réunion et là, on se retrouve avec quelque chose comme 15 ou 17 personnes de Pierre Fabre pour 3 personnes de la start-up. Et une espèce de masse comme ça. Et je dis, oula, quelle erreur. Parce qu'il y avait la propriété intellectuelle, il y avait le market access, il y avait le marketing, il y avait le réglementaire, il y avait le juridique, il y avait le digital. Et donc, en enseignement, très tôt maintenant, on dit c'est qui le sponsor business, c'est qui le chef de projet marketing, c'est qui le chef de projet business développement. 2, 3, 4 personnes max. Et après, on va chercher les bonnes expertises au bon moment. Ça, c'est un point aussi où on a appris à ne pas effrayer, hein, parce que même si on n'est pas une grosse compagnie internationale, enfin mondiale, enfin on est mondial, mais on n'est pas une grosse compagnie. On est quand même gros par rapport aux startups. Donc apprendre à être beaucoup plus focus, ça c'est un point important. L'autre point, c'est aussi comme je disais, on est sollicité par beaucoup de monde.
Et on peut vite s'emballer sur tel ou tel sujet, etc. Et donc, quand même, à chaque fois de se dire, est-ce qu'on a des expertises qui vont être complémentaires avec celles de la start-up pour arriver sur un champ qu'on maîtrise et qui nous intéresse, etc. Faisons attention, on sait que le temps est précieux pour les startups, le temps est précieux chez nous aussi. Et vraiment ce screening au début, dire voilà, on est bien sûr qu'on n'est pas en train de partir sur quelque chose qui est intéressant dans l'absolu, mais qui n'est pas forcément vraiment connecté à notre business ou pas, ou c'est tellement long ou tellement détourné que ouais, ça serait intéressant, mais pour y aller, les efforts sont trop grands. Donc voilà, faut être un peu focus, quoi. Je pense que du coup, ça c'est important. Et puis dans ce que je disais, être très cash très vite pour dire c'est quoi notre besoin, c'est quoi le besoin de la start-up et soyons très clairs entre nous, quoi. Faut pas chercher à partir. Ne nous racontons pas d'histoire collectivement. Donc un premier point dont on a déjà parlé tout à l'heure, mais moi j'insiste vraiment là-dessus au niveau interne des grands groupes, de définir clairement le besoin et qu'il y ait vraiment un suivi derrière. Moi, des choses que j'ai vues ces dernières années, c'est on définit un besoin, on le communique, et en fait après il ne se passe rien parce qu'il n'y a pas de ressources en interne, et ça c'est un problème pour les startups, l'entreprise perd de la crédibilité, voilà, donc vraiment ça pour le point de vue interne, donc communiquer en interne, communiquer en externe sur ce que l'entreprise cherche, définir timeline, donc pour que les startups sachent ce qui va se passer, quand ça va se passer, avoir une communication régulière. Et ensuite, un conseil pour les startups. Quand vous parlez à un grand groupe, faites vos devoirs avant, faites des recherches sur quoi travaille le grand groupe, ceux qui cherchent, et venez avec une proposition. Parce que si vous arrivez, vous avez une start-up qui arrive qui est « Ah ben voilà, ça c'est notre solution, c'est notre produit, c'est ce qu'on fait. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut travailler ensemble ?» Ça ne marche pas comme ça. Les grands groupes, ils sont très occupés, ils n'ont pas le temps de réfléchir. C'est vraiment à vous, pour mettre toutes les chances de votre côté, de venir avec une proposition pour convaincre le groupe de travailler avec vous. One question at the end. Who has the microphone? Thank you. I have a question. In US, most of the large corporation does have a VC arm. I'm wondering in France, do you have a similar arrangements? Because that can simplify the process for the staff to go through that sort of acquisition phase. And once they get the support and they are getting a gold medal, it's easier for them to get a VC fund in the second phase. So I don't know whether that is done in France. Nous, chez Elsan, effectivement, on a cette capacité d'investir dans les startups avec lesquelles on travaille, et j'insiste, c'est d'abord une société avec laquelle on travaille, à qui on va pouvoir apporter directement ou indirectement du business, et ensuite un investissement. C'est pas structuré aujourd'hui comme un fonds corporate en tant que tel, et la question, la solution en tout cas fonds corporate, pour moi, elle n'est pas si évidente. Alors je plaide un peu les deux côtés, mais le fonds corporate, c'est vrai que parfois, finalement, il a besoin, parce que les deux organisations ne bougent pas à la même vitesse, d'investir sur des sujets qui sont stratégiques, et pour autant, il n'y a pas forcément de connexion avec le business derrière. Donc, voilà, j'exprime juste, nous, ce qu'on fait chez Elsan. Nous, c'est d'abord un sujet business, ensuite un investissement, et probablement, enfin, il y a des fonds corporate, effectivement, en France. Après, est-ce que ça apporte une solution ? C'est une des solutions, mais pas sûr que ce soit la seule. Nous, on s'est posé la question. On s'est posé la question pour les startups, on s'est posé la question pour les biotech aussi. Et on est plutôt parti, on a eu beaucoup de débats là-dessus, mais on est plutôt parti pour gérer des coopérations, business, du co-développement, de la co-commercialisation, plutôt que rentrer dans le capital des fonds. On a un statut un peu particulier puisque nous, on est détenu par une fondation d'intérêt public, et donc rentrer dans des logiques de corporate venture, ça ne correspondait pas exactement à notre façon de fonctionner. Mais on s'est posé des questions, c'était un débat intéressant. Okay,
More questions? Oui, donc mon autre question, c'est est-ce que vous avez la sensation d'être... parce que vous avez indiqué que vous êtes très sollicité par les startups, mais en tant que startup, on est aussi très sollicité par les grands groupes. Est-ce que vous avez, vous, la sensation d'être en compétition avec les autres acteurs de vos marchés pour acquérir les meilleures startups? Donc en termes de pharma, vous avez... Pierre Fabre, Bayer et bien d'autres. Pour Microsoft, vous avez IBM, OVH, Red Hat qui font des programmes d'incubation qui sont à peu près similaires aux vôtres. Donc finalement, vous avez des offres qui se rapprochent peut-être, en tout cas de mon point de vue. Est-ce que vous avez cette sensation d'être en compétition justement pour trouver les meilleures startups et les fidéliser le plus vite possible? On n'est pas à ce niveau de maturité-là, en fait. Très honnêtement, je suis très humble, encore une fois. Donc on avance déjà avec des opportunités, on s'est posé des questions, on travaille sur différents sujets, objets connectés, intelligence artificielle, développement de compagnons. On arrive à travailler avec des startups, etc. Aujourd'hui, la grosse compétition, on ne ressent pas ça. Je pense qu'on n'a pas encore... des enjeux. Voilà, on n'est pas encore suffisamment mature pour aller jusque-là. Ça viendra peut-être. Donc on est modeste, on avance doucement. Au niveau de Microsoft, nous ne ressentons pas ça non plus pour le moment. Il y a des discussions en amont avec les startups pour effectivement voir si ça fait sens, si elles s'appuient sur des technologies Microsoft ou pas. Il n'y a pas de compétition particulière par rapport à nos respectés confrères. Voilà, je pense je ne suis pas certaine qu'on ait tous des programmes similaires, mais ce n'est pas quelque chose que nous ressentons. Si je parle du point de vue Bayer, donc avec mon expérience quand j'étais là-bas, pour Bayer G-Freight, qu'une start-up signe un contrat avec une autre pharma, c'est un succès pour nous plus qu'un problème. Mais par contre, j'irais pour répondre à votre question d'avant, ça peut être frustrant quand on incube une start-up qu'on aime beaucoup, mais qu'on n'a pas d'argent derrière ou de fonds pour mettre de l'argent dedans, et qu'une autre pharma investit dans le fond. Bon, la compétition, elle est peut-être à ce niveau-là, mais je ne parlais pas vraiment de compétition, quoi. I switch to English. I think to answer your question before and then speaking about the different schemes, the big companies, they are working with each other, but not on the national level, on the European level, for example. There are some initiatives like an innovative medicine initiative, where the FP, European Pharmaceutical Association, is working together in a billion level where you have a big companies there. So there are some kind of collaboration on that level. There is some other public-private partnerships, which is partly pushed by the European Commission, also in other programs like European Innovation Council, where you have EIT, they have accelerators, where actually big companies are working together. So probably you are working with each other, but you don't know it. Right. Any other question? Any advice when they are, we have talked about this already, but if you will give just one piece of advice to a startup before approaching you, I think it has already been said, but just in case so it stays in the audience, what it will be. So what you will tell to them to say, before coming to talk with me, what homework you have to do? Rechercher des informations sur la compagnie, essentiel. J'enrichis la proposition, rechercher des informations sur la compagnie et arriver avec une proposition de valeur. Pareil, rechercher des informations sur la compagnie pour comprendre notre business model, il faut que ce partenariat fasse sens. Et effectivement, montrer un apport de valeur qui va faire que cette start-up sera sélectionnée et poussée en priorité
parce que apportant un usage un peu disruptif. Ouais, je rejoins tout ce qui a été dit. Peut-être, ça peut être une proposition de valeur, ça peut être quelque chose qui titille, ce qui a été fait ou évoqué avec un autre, un compétiteur qui nous dit tiens, voilà, je fais ça, vous n'auriez pas envie d'eux. Enfin voilà, trouver le déclencheur qui va dire ah tiens, il faut vraiment qu'on joue avec celle-là. Il y a sans doute quelque chose qui va faire tilt, on ne sait pas quoi, mais il faut trouver ce qui peut accrocher, quoi. Right. I would like to share some knowledge also from my side, even if I'm the moderator, but since I don't see so many hands raised. So we help MSD, a pharmaceutical company, also to get connected with the startups. What we have learned during the process is that, first of all, the clearer the challenge, the problem from the corporate company, the better, the much better. And it should be very much aligned with the strategy of the company. And so it's not easy. So we want to innovate. We want to get closer to startup. Yeah, but to do what? And to put it in a way that someone outside the culture will understand is also part of the challenge. Sometimes when we're doing that, we say that the challenge is the challenge. Because once you nail down the right challenge, then everything flows. But if you are not very sure about what you want, then things start to get fuzzy and people start to get disappointed at some point in time. So the challenge is the challenge. That's for the corporate. Then the second thing that I will say is that if you guys publish a challenge, because your mechanism is like that, then the startups, when you approach the companies, exactly what you say, don't try to sell your product. They already told you what you want. You need to adapt what you have to solve that specific challenge, okay? So unfortunately, not always there is this clarity about what is the challenge, but if for whatever the reason you know what the challenge is, don't try just to do a sales pitch, because the sales pitch don't work in this guy, because these guys, they already told you what they want, and it doesn't fit, then we'll say, okay, we have so many other options, so they will overpass you, okay? Now, the third thing I would like to say is about culture. The culture of the startups and the corporates is completely different. This is very obvious, but there is one particular thing that has been mentioned before that I want to push the strength in, and is the perception of time. For a startup, time is everything. Time is everything because they don't have too much cash, they don't have too many chances. But for a corporate, I don't know, corporate times are completely different. So you need to understand that if you're a startup, things are not going to happen probably at the pace that you expected and probably that you need. And this at some point of time can be very frustrated. So if you bet everything that you have in the collaboration with the corporate, be careful, because either you have very deep pockets that you can survive that time, or you will become very frustrated. And the last thing that I wanted to share, and I think it was pointed by Aline, is to say, it's really a pity when we do things, and I'm obviously not the people in this panel, but other companies, that they do things that are flower of a day, as we say at least in Spanish, that you do something, you put a lot of passion, you take people in a train to go to Paris, next day they're going another train to London, and they're flying back in one weekend, and everybody's full of adrenaline, and then Monday comes, your emails are there, and then nothing happens. So that kills culture, and that kills trust between us. So please both sides, don't get involved in programs that are just full of adrenaline, but very little continuity to plans. Because you will get frustrated, and you will say, and then you may miss good opportunities that are not like that, but just because you have a bad experience. So these are maybe my four lessons learned, and we have time for just one last but very good question. So, and we have two candidates, so I'm going to split the chance, but then it has to be short in the time. Can someone give some? Do you mind, or Pascal? Pascal, thank you very much. So first. Right. Okay, thanks for moderating. Sure. So I work with a lot of veterinary startups in North America, and one of the biggest problems that they have is that they're very good innovators, but not good entrepreneurs. And so there's a huge gap between the people who know what the problems are and the people who can help them develop those into businesses. And it seems like it's the same sort of thing with your businesses as well. So where do people go to bridge that gap?
Where do they go if they come to you and you say, it's not a good fit? Do you just say, thank you very much, be on your way? Or do you say, go here, get this training, get this learning, and then come back in the future? So how do you help to bridge that gap? En français, c'est pas facile. C'est pas facile. Je pense qu'il y a plusieurs façons. Une des façons, c'est aussi de combiner l'expertise de la start-up et la nôtre. Parce qu'ils peuvent être très bons en innovation, et nous, on peut être bons en commercial ou en développement. Et du coup, on peut compléter les forces et les faiblesses des uns et des autres. Ça, c'est une réponse. Deuxième réponse, effectivement, le training, tout ça, ça peut être aussi des partnerships. On dit quand on sent quelqu'un qui est bon en innovation, mais qui n'est pas très bon sur l'entrepreneur, on peut lui conseiller de s'associer avec d'autres ou de trouver d'autres forces. Voilà, mais je n'ai pas plus d'expérience que ça. Donc, En fait, c'est exactement ce qu'on fait nous chez eHealth Hub. Il y a différentes organisations comme ça qui le font en Europe. Et la Commission européenne a mis en place différents projets pour justement pallier à ce problème. Donc nous, ce qu'on fait, c'est vraiment, on aide les startups où elles en ont besoin. Donc on les aide à travailler le business model, on revoit leur présentation, on les aide à travailler le pitch. Si elles ont besoin de personnes pour leur équipe, on peut les aider aussi. On personnalise le service en fonction de ce qu'elles ont besoin pour arriver à un partenariat qui fonctionne avec une grande compagnie. Chez Microsoft également, hein, on accompagne sur les 2 dimensions. Ça peut être un partenariat technologique, si c'est côté une expertise technique qu'il leur manque. Ça peut être un partenariat sur le bon business model, la bonne façon de commercialiser, de passer à l'échelle. Le conseil que je pourrais donner, c'est que ces startups se rapprochent de l'entité métier sur lequel elles vont se positionner. Nous avons il a quitté la salle là tout à l'heure, mais nous avons aujourd'hui sur chacun des secteurs des experts de ce secteur qui vont pouvoir conseiller la start-up sur le bon business model qui peut fonctionner sur ce secteur donné. C'était pas une aussi bonne question que la précédente. Moi, mon produit à moi, ce sont souvent des jeunes ingénieurs. Et la question, c'était quel conseil vous donneriez justement à un jeune ingénieur? C'est quand même quelqu'un qui a 22, 23 ans, qui n'est totalement, pas abouti du point de vue projet professionnel pour certains d'entre eux, et qui pour autant ont parfois ce verre-là d'innovation, d'entrepreneuriat, et qui se rencontrent, qui sont face à vous. Déjà, il y a un gap d'échelle, de groupe, de autocensure, qui sont aussi face à des structures pour la plupart publiques. On a recensé au niveau de la région plus d'une douzaine d'incubateurs, aide à l'innovation, structures d'aide à l'entrepreneuriat, etc. Comment les aider? C'est-à-dire, moi, ce que je sors, mon produit à moi qui n'est pas totalement abouti, pour qu'il soit un produit d'appel pour vous, qui soit assez bon pour que vous puissiez l'amener vers une success story. Moi, je pense que les incubateurs sont vraiment un lieu où ils peuvent apprendre, à la fois en termes de méthode, et surtout par réseau, et par cooptation, et par entraide. Et je pense que ça, c'est très très important au début. Je pense que moi, je serais un jeune sortant d'école, envie de faire ça. Voilà, je me mettrais dans ces structures-là, parce que finalement, toutes les startups ont à un moment ou à un autre un peu les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Et en partage entre eux, en networkant, je pense qu'ils peuvent apprendre beaucoup les uns des autres. Après, je ne connais pas très bien la station web, je ne sais pas si c'est... Can I take this one? Oh, sorry, but this is kind of my... So I have 3 pieces of advice. First of all, avoid the technology push. You are an engineer, you think of technology, and you most likely follow technology. Now it's blockchain, before it were the Google Glasses, before it was the 3D printing. Don't do that. You need to understand, especially in healthcare. In another consumer sectors, maybe to be cool is enough. But in healthcare, you need to understand the problem. And for that, you need to talk with the people with the problem. So what I would say is stop, don't do any technological development.
till you nail down a big enough problem that is worthy to be solved. That's the first thing. The second thing is surround yourself with complementary talent. So if you are an engineer, you need someone that is able to sell ice in the North Pole, okay? So you need to be, there is actually an expression, my American colleagues can help, the chick and the jig. I don't know if it is like this. So if you are the jig, the programmer, you need someone that can, sell anything to anybody. Because you guys usually suck at doing that, okay? So you need to be complementary in a complementary team, okay? And the last thing is you can also learn about this. I guess you know about lean startup methodologies, these kind of methodologies like rapid prototyping. So don't spend, hundreds of millions, whatever money you get from the public, because there is a lot of public grants to support you. Don't spend all your gasoline in just getting in the cave, hacking, and then, hey, look what I've done, it's fantastic, do you want it or not? No. Iterative, small scales, lean startup, learn, validate, pivot, validate, and then do the right thing. I mean, don't do like in the 20th century, do more agile, lean, these kind of things. That will be my 3 top advices out of our list. Et un quatrième conseil, venez régulièrement à l'université d'été de la e-santé. Well, I think what do you want to say, closing? I think it has been a very interactive session. Thank you very much. That's what I asked at the beginning. I hope that this is useful, and thank you very much for the panel. I think it has been a real honor to have you here, a lot of insight shared, and thanks for the organization. Thank you.